Bien, merci beaucoup Laurent. Alors mon but moi en tant que philosophe, c'est de casser le moral aux plus vaillants d'entre vous à la toute fin de ce beau congrès, en vous parlant donc non pas de la souffrance des soignés, mais de la souffrance des soignants. Alors mon but, je pourrais être très bavard, essayer de faire une archéologie, le concept de moral injury, on va le voir, m'intéresse beaucoup. Hein. Je dois remercier d'ailleurs Pierre-Michel Lorca et Laurent Boyer, puisque ce sont eux qui ont attiré mon attention vers ce concept. Là, le but, ce sera d'essayer de proposer cette catégorie par rapport à d'autres, ce qu'elle peut apporter ou pas pour un diagnostic commun. Alors, je commencerai, j'ai pas de lien d'intérêt, par des diapos que vous connaissez bien, qui sont souvent rabâchés. Hein, c'est le coût de la santé au niveau mondial, hein, suivant les pays. Donc voilà, une carte et un diagramme qui montrent que les dépenses de santé, comme vous le savez, sont très importantes partout dans le monde, avec des systèmes de santé très très différents aussi. Et on vous le rabâche suffisamment pour s'interroger sur comment on fait pour limiter ces dépenses qui ne font que augmenter d'année en année, de décennie en décennie. Quelle est la solution? On pourrait dire c'est aussi quelque chose qui est un indicateur parce que la santé est quelque chose de très important. Ce qui est assez étrange, on pourrait rentrer dans des débats sur les questions d'économie de la santé, ce serait vraiment intéressant et souvent ça manque. Mais on pourrait dire c'est aussi le fait qu'il y ait beaucoup de dépenses de santé. C'est pas forcément une inquiétude, c'est aussi quelque chose dont il faut se réjouir bizarrement. Hein. J'aurais pu mettre une autre carte avec les dépenses militaires. Il y aurait eu quelques mêmes lignes et d'autres lignes très très différentes. Je pense que la Suisse aurait vite disparu. Mais vous voyez, les dépenses militaires, il y a des grands intérêts industriels, comme vous le savez, ces derniers jours. Il y a de la corruption, il y a beaucoup de choses. Et pourtant, ce qui est mis, en tout cas dans le discours commun, en avant, c'est toujours l'intérêt général. L'intérêt général, quand il s'agit des dépenses de santé, est bizarrement beaucoup plus absente. Il y a beaucoup plus de moralisation avec les fraudeurs de la Sécu, avec beaucoup de choses, etc. Ou alors, au contraire, les logiques du profit qui sont là aussi tout à fait présentes, dont on parle moins quand on parle de l'industrie de l'armement. Donc, il y a deux grandes tendances. Alors, on pourrait vraiment faire au niveau de tas de pays différents, pour faire vraiment très très simple, on pourrait dire il y a d'un côté une extrême financiarisation du système de soins, comme on peut le voir par exemple aux États-Unis, ce que j'appellerais la logique du profit. Alors, vous voyez là une photo de ce qui s'est passé il n'y a pas très longtemps, hein, Luigi Mangione, un jeune homme qui a assassiné le président d'United Healthcare aux États-Unis, et ça a vraiment défrayé la chronique, ça a troublé jusqu'en France, parce qu'il a été érigé comme héros. Il est encore en prison, son procès n'est pas encore fait. Alors, pour ceux qui, par le plus grand des hasards, auraient été là hier, je fais pas de fixation pathologique sur les assassinats politiques, hein. Mais c'était assez curieux parce qu'il a tué en plein jour à New York un grand patron d'une assurance privée, et beaucoup se sont reconnus dans ce geste, dans la mesure où cette assurance privée avait quand même une coutume qui consistait à pratiquer des tas de manières contournées pour ne pas offrir le soin qu'il promettait à ses assurés. Et donc il y a quelque chose de très très particulier dans le système américain. Et puis en France, on assiste depuis de très très longtemps à un désinvestissement de l'État, ce qu'on peut rappeler une logique de parcimonie. Oui, il faut rationaliser les besoins, il faut faire attention, ne pas dépenser à tort et à travers. C'est très très vieille idée, hein. C'est un livre que j'aime beaucoup. Alors je ne sais pas si certains d'entre vous le connaissent, il date de Julien Duval, il s'appelle Le mythe du trou de la Sécu, et il est très intéressant à lire justement parce qu'il date un petit peu. C'est un livre de 2008, et moi j'étais presque nourri à ce trou de la Sécu, hein. Pour ceux qui se souviennent, il y avait même à l'époque TF1, hein, première chaîne française, où au-dessus du présentateur télé, il y avait un chiffre qui augmentait à fur et à mesure comme ça des présentations pour montrer comment le budget de la Sécu se creusait. Et ça a été une grande période, et Julien Duval, qui est sociologue, a bien documenté comment ce qu'on a appelé le mythe, le trou de la Sécu, était surtout un piège rhétorique qui a très très bien fonctionné sur la sphère politique française pendant des années, qui consistait à dire qu'il y avait trop de dépenses, qu'il y avait beaucoup de fraudeurs, sans mettre le doigt précis sur la question technique qui existe, qui est simplement il y avait un déficit de financement.
Il y avait un déficit de financement avec des coûts croissants. Et la question, c'est comment on fait pour combler ce déficit de financement. Ce qui n'est pas tout à fait la même chose que l'idée d'un trou, vous voyez, quelque chose qui se creuse. Donc, pourquoi parler de ces deux visages des politiques d'austérité? C'est que ces deux manières de réfléchir sur les systèmes de soins, là, encore une fois, j'ai choisi les plus extrêmes, amènent beaucoup de souffrance au travail, dont on parle beaucoup dans les médias, dont les solutions ne sont pas évidentes. Alors, il y a quelques mois, une vingtaine de soignants ont attaqué en justice les ministres Vautrin et Borne. Et si vous avez suivi l'actualité, ils ont été déboutés hier, je crois. Donc c'était, vous voyez, un article d'avril. Et hier, ils ont été déboutés. Vous voyez le début de l'article, hein, je le relis. Avant le docteur R, monsieur M, infirmier à l'établissement public de santé d'Alsace-Nord, un service spécialisé en psychiatrie, s'est pendu dans son bureau. Donc un docteur, un infirmier, Madame L, infirmière au centre hospitalier de Béziers, s'est donné la mort, etc. Et donc, toute une vague de suicides, ce qu'on appelait une épidémie de suicides à l'hôpital public, qui interroge. Laurent, juste avant moi, rappelait aussi l'importance du burn-out, de ce qu'on appelle l'épuisement professionnel, de gens qui abandonnent. Moi-même qui enseigne dans un master avec des soignants, beaucoup de gens viennent en philosophie parce qu'ils on dit qu'il y a une crise de vocation, en tout cas, qui ne trouvent plus vraiment du sens à leur travail. Et c'est un phénomène qui est ancien et qui est important. Alors, un beau livre, pour ceux que ça intéresse, c'est le livre de Junko Kitanaka, parce que ça nous dépayse déjà, pour montrer que le problème est très ancien. Et si on va au Japon, par exemple, alors, ce n'est pas l'histoire du burn-out, là, c'est l'histoire de la dépression. Et Kitanaka, qui est anthropologue, a montré comment il y a eu une politisation de la question de la dépression au XXe siècle au Japon. Pourquoi? Parce que la catégorie de dépression, pendant longtemps, elle n'a pas été acceptée par les psychiatres japonais, qui avaient tendance à moraliser la difficulté d'aller au travail. Donc quand quelqu'un ne pouvait plus aller au boulot, qu'il était très triste, c'était plutôt vu comme une faillite morale que comme quelqu'un qui souffre d'un trouble reconnu. Et donc là, il y a eu quelque chose, et ce qui est intéressant, c'est que la bataille autour de la dépression s'est faite au niveau des syndicats des ouvriers et des employés dans les entreprises. Et elle a bien montré, alors le livre a été vraiment important parce qu'il est sorti d'abord en anglais et il a été traduit en français au moment de la grande vague de suicides chez Orange, donc quand il y a eu quand on a découvert ce phénomène qu'on ne connaissait pas tellement, où on se demandait mais comment c'est possible que des gens qui ont plutôt de bonnes conditions de travail puissent en arriver à se suicider. Donc, j'aimerais, ce phénomène s'est aggravé, et donc moi là, ce que je voudrais faire seulement en une petite dizaine de minutes, c'est essayer de dire quel est le bon concept, le bon mot pour essayer de définir ça. On pourrait dire donc comment mettre des mots sur les mots. Je vous propose 3 catégories. Épuisement professionnel, vous voyez, blessure de trahison morale, donc moral injury, et de l'autre côté, allons-y, hein, rouge, exploitation capitaliste. Alors, je ne vous demande pas un ou clap de dire c'est quel le mot qui vous intéresse le plus, c'est pas très intéressant. Ce qui serait le mieux, ce serait de savoir c'est quoi le bon concept qui décrit le mieux la chose, d'accord? Sachant, alors pourquoi ces 3 concepts m'intéressent? Donc là, vous voyez, c'est très très abstrait, hein, je ne suis pas du tout clinicien, c'est qu'on va aller d'un côté où on a tendance à psychologiser au maximum le problème, la souffrance, avec le burn-out, qui a déjà changé la chose, avec, au contraire, un autre extrême où on va le politiser au maximum. Et peut-être que Moral Injury a cela d'intéressant, qui trouve un équilibre entre la question politique et la question morale. Alors, 3 livres pour vos vacances et réfléchir à cette question. Le grand livre début des années 80 de Christina Malache, comme vous le savez, c'est la psychologue américaine qui a contribué à faire reconnaître le burn-out, hein, qui était vraiment une avancée par rapport à la dépression, parce que elle pointait sur le fait que les conditions de travail peuvent jouer quand même sur le fait que des gens aillent très mal. Et elle insistait, alors il y a eu beaucoup de travaux à l'époque, hein, en France il y a eu des travaux de Christophe Dejour, que vous connaissez, il y a eu beaucoup de questions pour savoir est-ce que les soignants étaient plus ou moins concernés par cette question de burn-out. Laurent a fait des travaux épidémiologiques, hein, pour documenter ça, et ce qui apparaissait assez étonnant, c'est que des professions plutôt privilégiées, les médecins, étaient concernés par le burn-out, ce qui n'est pas évident. On pourrait dire que c'est plutôt d'abord, pardon pour l'expression, les métiers de merde qui devraient être concernés. Donc on s'attendrait à ce qu'il y ait plus de burn-out chez les aides-soignants, chez toutes les cadets. Et pourtant, là, un métier qui était plutôt privilégié, qui était reconnu socialement, eh bien, on voyait vraiment beaucoup de burn-out et on continue d'en voir beaucoup. Donc, The Cost of Caring, hein, il y avait déjà l'idée chez Christina Malache que, en fait, certaines professions sont plus
exposées au burn-out, et notamment celles où il faut faire une preuve d'empathie constamment, il faut être très attentif aux autres, ou au contraire réprimer ses sentiments quand il faut donner des avis difficiles, etc. Donc il y aurait quelque chose qui serait assez spécifique quand même au métier de soignant, de manière générale, que vous soyez infirmier, infirmière, médecin ou aide-soignant, ou encore d'autres disciplines, sur le risque comme ça de l'épuisement professionnel. Alors, comme Laurent le disait, cette catégorie a été critiquée pour de bonnes et de mauvaises raisons, dans l'idée que souvent, et vous le voyez quand vous ouvrez les livres sur le burn-out, ce que j'ai fait, sur les petits que sais-je, etc., il y a plein de modèles du burn-out, mais il y a pas mal quand même de résolutions, de prise en charge. D'abord, toutes les prises en charge sont très individualisantes, très individuelles. Et puis souvent, il y a quand même l'idée qu'il y aurait des vulnérabilités personnelles ou des mauvais choix disciplinaires, que les gens ne seraient pas bien faits pour la fonction qu'ils ont choisi de faire. Et par exemple, vous avez quelquefois des directeurs d'établissement qui disent « Non, mais attendez, objectivement, regardez derrière vous, vous savez, les conflits de génération, il y a 60 ans, les gens, mais les infirmiers travaillaient beaucoup plus dur. Il n'y avait pas autant de ça. Les médecins, oh là là, ils faisaient 70 heures auparavant, et les jeunes médecins, maintenant, ils veulent tout de suite, tout à l'heure à 17 heures, là, être en week-end. Donc les conditions objectives de travail sont meilleures aujourd'hui dans le soin qu'elles l'étaient il y a 40 ans. Objectif. Et donc, il y a quelque chose de bizarre par rapport... Et là, ça veut dire que peut-être qu'il se joue justement quelque chose ici qui n'est pas dû seulement aux conditions de travail et qui est peut-être lié à ce qu'on peut appeler un problème moral. Donc j'en viens justement à Wendy Dean et à ce qu'elle a apporté. Vous voyez, c'était ce dont parlait Laurent tout à l'heure, c'est ce qui avait fait la une du New York Times l'année dernière, il y a 2 ans maintenant, en 2023, un journaliste qui avait écrit « Les médecins ne sont pas en burn-out », on pourrait dire ça aussi des infirmiers, etc., parce qu'il y a trop de travail, etc. Ils sont surtout démoralisés par le système de santé. C'était des Américains qui disaient ça dans le New York Times. Donc l'idée, c'est de dire, ce ne sont pas les médecins qui sont malades, c'est le système de santé, notamment là, le système de santé américain, qui est malade. C'est structurel, le problème est structurel. Et ce qui est intéressant avec Wendy Dean, et encore une fois là, j'essaie juste de décrire, d'accord, je propose, c'est qu'elle dit, en fait, il y a peut-être quelque chose qui serait une épidémie, non pas tant de burn-out, mais de ce qu'elle appelle donc moral injury. Alors, je leur propose ça, on verra, mais je pense une bonne solution de traduction en français, ce serait de dire blessure morale, mais quand on dit blessure morale, ça moralise encore un peu trop, et je pense que ça peut être intéressant en français d'introduire entre les deux trahison, parce que le mot central, l'idée centrale derrière ce concept, c'est l'idée de trahison. Donc blessure de trahison morale, je pense que c'est plus parlant et c'est plus intéressant. Et donc Wendy Dean, qui est psychiatre, avec Simon Talbot, avec un chirurgien, a proposé ce concept il y a seulement quelques années. Elle a écrit le livre, c'est 2023, If I Betrayed These Words, et c'est quelque chose qui rencontre vraiment beaucoup d'intérêt aux États-Unis, et puis grâce à Laurent, commence aussi en France et dans d'autres pays. Alors, je ne sais plus où elle affirme ça, mais elle dit s'être inspirée pour ce concept du travail de Jonathan Shea au début des années 90, qui avait écrit un livre, titre assez provocateur et intriguant, en français, vous voyez, Achille au Vietnam. Alors, qu'est-ce que c'est que Achille au Vietnam? Eh bien, ce spécialiste Jonathan Shea, donc médecin, avait fait une observation curieuse, c'est que typiquement on dit, bon, les vétérans qui reviennent du Vietnam, paf, PTSD, ils ont vu des choses atroces, vous voyez, Apocalypse Now, et donc ils ont des traumas qui sont liés au type de violence qu'ils ont vécu et subi. Et en fait, en interrogeant attentivement les anciens soldats, quand ils acceptent de parler, parce qu'il y a beaucoup de mutisme, etc., ils se rendent compte qu'il y a une grande part de la souffrance psychologique qui n'est pas liée à la violence qu'ils ont perçue ou qu'ils ont endurée, qui est lié à toute autre chose, qui est lié à une sorte de dissonance, à une sorte de trahison qu'ils ont par rapport à eux-mêmes, qui fait que quand ils reviennent, ils sont toujours présentés comme des héros, comme des gens, et je peux vous dire qu'avec ce qui se passe actuellement un peu partout dans le monde, il risque d'y avoir pas mal de ces cas-là. Ils sont présentés vraiment comme des héros qui travaillent pour la paix, pour le bien commun, etc., alors que ce qu'ils ont vécu sur le terrain, dont ils ne peuvent pas vraiment parler, et pas du tout la même chose. Ils peuvent souvent avoir des ordres où il faut tirer sur la population, sur des civils. Il y a beaucoup de choses atroces qu'ils voient, qui contredisent
Donc ils ont des ordres, il faut obéir aux ordres, ça rigole pas l'armée, mais les ordres qui sont donnés contredisent le pacte moral même, ce pourquoi ils se sont engagés. D'accord? Donc il y a quelque chose qui est de l'ordre d'une blessure, qui est une blessure morale, qui fait qu'ils ont le sentiment d'avoir dû trahir, en obéissant même aux ordres donnés, certaines des valeurs fondamentales de leur engagement militaire. D'où l'idée d'Achille, vous voyez l'idée qu'il y a un conflit tragique au niveau des valeurs, entre d'un côté une représentation sociale héroïsante du soldat, et de l'autre côté, la réalité de terrain, qui, malheureusement, dans les combats, est souvent tout autre. Et ça, ce serait une part importante de la souffrance psychologique. Eh bien, Wendy Dean dit, toute proportion gardée, évidemment, le soignant n'est pas sur un terrain de combat, mais il y a quelque chose de cet ordre-là, souvent, à l'œuvre dans les systèmes de soins, et notamment dans le système de soins américain, où pour les contraintes budgétaires, pour les ordres donnés directement par les directions, par les cadres, s'appliquent aux soignants, tout soignant, et que le soignant a l'impression de plus en plus, non pas à perdre le sens de son travail, c'est souvent comme ça qu'on résume la crise de vocation, c'est pas qu'il perd le sens de son travail, c'est qu'il peut plus le remplir comme il s'était promis de le remplir. Et qu'il y a quelque chose, If I betray this world, vous voyez, si la référence qui donne le titre du livre, c'est le serment d'Hippocrate. Si certains d'entre vous l'ont donné, je rappelle que quand on fait un serment, ça engage quand même. C'est pas juste à la fin de la thèse, on lit un truc et puis on va boire un coup. Normalement, c'est un truc pour toute la vie, le serment. Et si vous vous souvenez des premières phrases du serment, alors il a changé parce qu'il a été modernisé évidemment, mais l'idée c'est la santé de mon patient sera mon premier souci, patient first. La version moderne, si je ne dis pas de bêtises, c'est mon premier souci, sera de rétablir, préserver, promouvoir la santé dans tous les éléments physiques et mentaux, individuels et sociaux. L'individu est plus tout à fait présent, mais surtout à la fin du serment, que les hommes et mes confrères, c'est comme l'ancien à l'époque d'Hippocrate, m'accordent leur estime si je suis fidèle à mes promesses, que je sois déshonoré et méprisé si j'y manque. Vous voyez, une fois qu'on a fait un serment comme ça, on est très embêté quand on sait qu'il y a... Voilà, si dans un service on vous dit non mais il faut qu'il sorte, même si c'est un peu tôt pour que ça sorte, pour qu'il sorte, il y a très souvent, j'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu dans des hôpitaux, etc., auprès de soignants, ça parle, c'est quelque chose qui parle, cette idée qu'on a l'impression comme ça d'être entre des conflits, entre ce qu'on nous dit de faire et puis ce qu'on devrait faire, d'accord? Et que c'est quelque chose qui génère beaucoup d'anxiété et quelquefois même qui peut produire une grave et une profonde souffrance morale. Donc voilà, alors je résume un petit peu où j'en suis et je viendrai, dernier stade, j'ai presque fini sur la question de l'exploitation. Donc vous voyez, l'un des enjeux, c'est, si j'essaie de résumer dans un tableau, là encore une fois, j'ai juste essayé de catégoriser, de décrire, on pourrait dire, l'épuisement professionnel ou le burn-out a tendance à psychologiser la souffrance au travail, là où la blessure de trahison morale a tendance à insister sur le dilemme moral, sur l'idée de trahison, qui est au centre de ce qui est spécifique dans la relation de soins, soit parce qu'il n'y a plus assez d'argent, comme en France, ou soit parce qu'il y a une financiarisation qui emporte tout, comme dans d'autres pays. Le burn-out, c'est un syndrome clinique, pas avec des contours flous, il y a beaucoup de discussions par rapport à ça. La blessure de trahison morale est quelque chose qui se joue plus d'un point de vue vraiment descriptif du rapport qu'il y a dans le travail même, donc non plus au niveau individuel mais au niveau du travail, et pointe une forme de violence qui est faite aux soignants, à la fois une violence morale et sociale. D'ailleurs, Jonathan Shea, au départ, n'appelait pas ça violence morale, moral injury, mais social injury. Ce serait peut-être presque intéressant de mettre social plutôt que moral. Donc l'idée que c'est social, c'est au niveau de la société que ça joue et non pas au niveau moral. Alors l'avantage, le burn-out a quand même apporté énormément de choses à partir des années 80. Ça a permis une meilleure prise en compte individuelle de la souffrance au travail, de mieux reconnue. Il y a beaucoup de gens qui, grâce à ce diagnostic, ont quand même pu faire une pause dans des conditions de travail qui étaient difficiles. Alors, l'un des intérêts, et on va le voir, du concept de moral injury, et on en verra des applications pratiques juste après, c'est que ça peut être un levier fédérateur possible pour mobiliser de manière commune en faveur d'un modèle de santé qui ne soit plus hypocrite, non pas le serment d'Hippocrate, mais le serment hypocrite, puisqu'on dit le patient d'abord, mais en fait, on n'a pas les moyens de mettre le patient d'abord. En réalité, c'est le système d'abord.
Faut bien voir, hein, vous savez que dans certains EHPAD, je ne vais pas raconter l'histoire, etc., hein, mais le nombre de changes était compté, voilà, ça c'est des réalités, c'est pas des choses qui sont inventées comme ça en fin de vendredi. Donc il y a vraiment des choses comptables qui s'exercent quelquefois au détriment vraiment du soin des patients. Et donc là, il y a peut-être quelque chose qui interroge le système de santé et ce qui est vraiment à mettre en œuvre si on veut continuer d'apporter un soin de qualité. Alors le défaut de burn-out, très clairement, et ça avait été pointé depuis pas mal d'années, c'est qu'il a tendance à mettre trop l'accent sur la vulnérabilité des individus et ou leurs insuffisances éventuelles au travail. Il y a vraiment des modèles qui mettent ça. Alors, peut-être l'un des défauts, mais je veux que mes collègues me démentissent, hein, ce serait de dire, moral injury, vous voyez, social injury, peut-être que ça laisse quand même indéterminé le type de solution pratique. Ça a l'avantage d'être fédérateur, mais comme souvent les concepts fédérateurs, le risque, c'est de dire, faudrait après qu'on s'accorde sur les solutions à apporter pour résoudre les conflits dans le travail des soignants. Et là, on y est loin aujourd'hui. Je termine, si j'ai encore, je suis désolé, je suis un peu plus long, je peux encore prendre 5 minutes, sur donc l'exploitation capitaliste. Alors on va dire, alors là, le philosophe, il va beaucoup trop loin. Qu'est-ce que c'est que d'aller jusqu'à parler du concept d'exploitation en parlant des soignants, qui est quand même un métier très protégé. Et donc, est-ce que là, ce sera abusif de parler d'exploitation et de quoi on parle quand on parle de ça? Alors, je vous invite à lire un très beau livre hein, qui est un collègue philosophe, Emmanuel Renaud, ça date de l'année dernière, qui s'appelle « Abolir l'exploitation ». Et ça part du constat que c'est un peu bizarre. Donc, quand on dit exploitation, alors c'est que même les philosophes hésitent à parler d'exploitation parce que tout de suite, ça fait très rouge, ça fait 1370, et vous êtes presque décrédibilisé en étant idéologiquement trop marqué. Vous pouvez très vite être mis dans une case islamo-gauchiste et puis, vous voyez, un peu placardisé. Donc, beaucoup vont utiliser des concepts un petit peu plus amènes comme injustice économique. Voilà, des concepts. Et le constat d'Emmanuel Renaud, qui est un marxiste, un néo-marxiste, qui s'intéresse aux questions écologiques, etc., dit il y a un truc bizarre, c'est que déjà on oublie que l'exploitation, c'est un concept qui existait bien avant Marx. C'est pas Marx et Engels qui ont inventé ce concept-là, c'était les ouvriers eux-mêmes. Ça partait de la base. Et non seulement ça part de la base, mais aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup d'universitaires qui le reprennent, ce concept-là, sauf que c'est un concept qui reste utilisé par beaucoup d'employés. Vous avez, ça parle à tout le monde. Vous avez une stagiaire qui sort, qui dit « Ah, j'ai été exploité dans ce stage », on sait immédiatement ce que ça signifie. Et non seulement c'est ce que ça signifie, mais ça a une valeur explicative, ça a une valeur descriptive, évaluative aussi, c'est qu'elle n'était pas contente, et peut-être aussi ça pointe quelque chose qui est profond. Alors le problème c'est comment on va savoir ce que ça signifie être exploité quand on a fait un stage, quand on travaille, etc. Et c'est là la difficulté, et ce que Emmanuel Renaud montre, c'est qu'on a trop souvent tendance à dire, quand on parle d'exploitation, on tombe très vite, il y a une sorte de pente glissante vers le lumpenprolétariat, où vous trouvez tout le temps quelqu'un qui est plus exploité que vous, et puis l'image qu'on se fait d'un salarié exploité, c'est l'esclavage. Non, ce n'est pas un bon exemple. Un esclave n'est pas quelqu'un d'exploité. L'exploitation, c'est dans le cadre d'un échange où il y a un salaire. Sinon, ça n'a pas tellement d'intérêt, parce que là, il n'est même pas libre de faire son travail ou pas. Donc, ce qui est intéressant, c'est de remettre la réflexion sur l'exploitation dans le cadre du travail salarié, où vous êtes toujours libre de refuser votre travail. Ça n'empêche pas qu'il y a quand même des stagiaires qui sont quand même un peu obligés d'aller, quitte à se faire exploiter, qu'il y a des conditions de travail dégradées, etc. Donc, c'est un livre qui est très intéressant parce qu'il remet au goût du jour une notion qui n'est pas évidente, qui est souvent galvaudée, d'accord ? Et là, je donne juste un moment, donc page 282, j'ai vraiment presque fini, pour vous donner une idée. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un travail où on n'est pas exploité? Je ne pense pas être exploité dans mon travail, par exemple. Ce n'est pas forcément un travailleur heureux, ça peut être pénible, etc. Mais il dit il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est le sentiment d'être exploité. Alors, évidemment, que vous ayez le sentiment d'être exploité ne signifie pas que vous êtes forcément exploité. C'est un point de départ. Évidemment, on peut se tromper, on peut se leurrer, etc. Mais il dit, voilà. Par contre, le sentiment d'exploitation est toujours intéressant parce qu'on peut faire un travail en 2 colonnes et à 4 entrées, pardon. Et il dit, pour qu'il y ait un sentiment d'exploitation, il y a toujours l'idée que ce que vous faites par rapport à votre salaire est perçu comme excessif. Il faut faire un travail excessif par rapport à ce pourquoi vous êtes payé. Et donc, ça veut dire que déjà, ça a renouvelé énormément la question de l'exploitation. Par exemple, c'est pas absurde de parler d'exploitation cadriste aujourd'hui, c'est-à-dire des cadres
qui sont plutôt bien payés, hein, eh bien, il peut y avoir une exploitation cadriste si les gens ils peuvent pas sortir de leur boulot avant 21h, qu'ils sont épuisés jusqu'à la moelle parce qu'il faut être charrette, etc., et qu'il y a une pression énorme qui est faite pour qu'ils remplissent les tâches, quand bien même ils ont un salaire par rapport à d'autres qui sont jugés. Donc, les salaires, vous savez, c'est toujours dépendant dans un système social donné. Donc, il y a l'idée de l'effort excessif, et puis il y a l'idée de la compensation subjective de la pénibilité. Et ça, c'est intéressant parce que les métiers du soin, pendant très longtemps, comme l'éducation, il y avait une satisfaction énorme qui consistait à dire « je soulage les autres, j'ai au moins une mission, quelque chose où ça peut être très pénible, ça peut être difficile, je donne beaucoup, mais j'aide les gens à aller mieux ». Et souvent, dans la crise du métier de soin, il y a des gens qui disent « mais ça a perdu de sens parce que là, je ne suis même pas sûr que ça aide vraiment les gens ». C'est qu'il y a pas mal de gens qui travaillent à l'hôpital qui disent, les infirmiers, quand on les interroge, je suis même plus sûr que, en réalité, je fais ce pourquoi j'ai voulu faire infirmier ou aide-soignant. Il y a beaucoup qui se décrivent vraiment comme des sortes de galériens qui sont dans un grand navire qui coule, qui a perdu la boussole du soin, comme ils disent. On ne sait plus, on sait qu'on est en train d'assurer de la rentabilité, d'essayer de faire un maximum d'économies, mais on n'est pas sûr de faire... Donc il n'y a plus cette compensation subjective qui pouvait y avoir, qui a pu y avoir justement, et qui expliquerait pourquoi il y a 50 ans, il y a 60 ans, dans certains établissements, les conditions étaient très difficiles, mais peut-être qu'il y avait plus de compensation subjective de la pénibilité. Donc voilà, donc, simplement pour vous dire que évidemment ça ne résout pas tout, mais ça permet... là, de pointer peut-être le problème fondamental en termes politiques, qui serait donc de politiser vraiment la souffrance au travail, de dire qu'il y aurait quelque chose qui serait profondément malade d'un point de vue politique et économique dans les systèmes de soins aujourd'hui. Donc, en s'appuyant sur un concept politique intuitif, qui est à la fois descriptif et évaluatif, qui permet de pointer les contradictions structurelles de l'industrie du soin, en mettant en avant la solidarité et les intérêts communs entre soignants et soignés. Alors, vous voyez, je l'ai mis entre parenthèses parce que je ne suis pas tout à fait convaincu, il fallait quand même mettre un défaut pour avoir l'impression d'être objectif. Mais alors, certains pourraient dire, bon, c'est une notion qui est trop idéologique, qui est contre-productive. Alors ça, c'est un argument que j'ai trouvé même dans un petit livre sur le burn-out, de dire que c'est contre-productif parce que ça ne fait qu'accroître la frustration et le ressentiment des travailleurs. J'étais trop long, mais simplement pour vous donner une illustration, vous savez, alors surtout chez les soignants, que les soignants sont parmi les moins syndiqués de tous les travailleurs en France. C'est des chiffres. Donc il y a peu de syndicalisme, très peu dans la profession infirmière, c'est lié à l'histoire religieuse, etc. Peu chez les aides-soignants, chez les médecins c'est un peu différent, etc. Mais peu. Et par contre, il y a d'autres chiffres qui sont très intéressants quand je parle des intérêts communs entre patients et soignants. Là où on observait le plus et je fais la transition pour Julien, de mauvaises conditions de traitement des malades, de sévices infligés aux malades ou de mauvais traitements plutôt, de mauvais soins, c'est dans certains hôpitaux où il y a le moins de syndicats. C'est-à-dire que les syndicats, avec tous les défauts qu'ils ont souvent, servent quand même souvent de courroie intermédiaire où on a pu observer, il y a des études qui ont montré que là où il y a des plus grands taux dans les cliniques ou les hôpitaux publics où il y a des plus grands taux de syndicalisme, on a moins observé souvent des mauvais traitements infligés aux patients. Je suis désolé d'avoir été un peu long et je donne tout de suite la parole à Julien.